Alors, deuxième essai, puisque le premier, l'appli a fermé et j'espère que ça ne se reproduira pas. Bref, donc, premier exercice de ce DS9. Un exercice avec essentiellement du cours, puisqu'il s'agissait de montrer que des ensembles sont des espaces vectoriels et de trouver une base. Rien de difficulté, rien de difficile. Deux parties, et il était bien indiqué que les deux parties étaient distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Première partie, donc on nous parle d'un premier ensemble, d'un premier espace F, qui est, on nous le dit dans l'énoncé, hein, l'ensemble des alpha x puissance 4 plus bêta moins alpha x plus bêta, avec alpha et bêta qui sont deux éléments de R carré. Et donc, ici, puisqu'on nous demande de trouver une base de F, le mieux c'est d'essayer d'écrire F comme un vect de quelque chose. Comme ça, on a à la fois le fait que c'est un espace vectoriel, mais on a aussi une famille génératrice qui nous permet assez facilement, en réalité, d'en déterminer une base. Donc on a tout ce qu'il faut pour ça. La plupart d'entre vous a essayé une autre méthode qui fonctionne aussi. C'est pour ça que je vais détailler cette méthode, même si c'est pas forcément ça que j'attendais, mais c'est pas faux de faire ça. Simplement, c'est plus long puisque vous avez essayé de montrer que l'ensemble est inclus dans quelque chose, qu'il est non vide et qu'il est stable par combinaison linéaire, ce qui est tout à fait valide. Mais dans un deuxième temps, de toute façon, pour en déduire une base, il va falloir l'écrire comme un vecte de quelque chose, donc autant le faire directement. Donc, première méthode, hein, qui n'est pas celle que j'attendais vraiment en réalité, mais c'est pas grave, elle est tout à fait valide pourvu qu'elle soit bien menée. Cet ensemble F, c'est donc l'ensemble des alpha x puissance 4 plus bêta moins alpha x plus bêta avec alpha et bêta qui sont deux réels. C'est-à-dire qu'on a des polynômes de degré 4 un peu particuliers. Donc évidemment, F est inclus dans R4 crochet X, qui était l'ensemble appelé E dans l'énoncé. Pas de problème là-dessus. Ensuite, le polynôme nul, on va montrer qu'il est dans F. Pourquoi ? Si je prends alpha et bêta qui sont égaux à 0, pour alpha égale bêta égale 0, on a 0x puissance 4 plus 0 moins 0x plus 0, qui est le polynôme nul, qui est bien dans F. Donc le polynôme nul est dans F. Je vais appeler 0e appartient à F. Alors ici, c'est 0, le nombre 0, puisque c'est un des deux réels. 0, 0, 0, ce sont des réels. Et là, c'est le polynôme nul, le vecteur nul de E. Ensuite, je vais me donner deux polynômes de F et un réel. Donc je me donne un réel lambda, P et Q, dans F. Et il va falloir que je caractérise, et c'est ça qui est un petit peu, alors délicat, finalement pas tant que ça, mais qui va engendrer un certain nombre de calculs, il va falloir que je caractérise le fait que P et Q sont dans F. Donc, il existe un couple, au moins un couple, de réels que je vais appeler alpha P, bêta P, de R2, tel que P, c'est alpha P, x puissance 4, plus bêta P moins alpha P, x, plus bêta P. Être dans F, c'est être de cette forme-là. Hop, et évidemment, on va avoir la même chose, alpha Q et bêta Q, dans R2, tel que Q, c'est alpha Q, x puissance 4, plus bêta Q moins alpha Q, x, plus bêta Q. Et il faut que je montre que lambda P plus Q est de cette forme-là. Donc lambda P plus Q, c'est quoi ? Eh bien, c'est un lambda alpha P x puissance 4 plus bêta P moins alpha P x plus bêta P plus alpha Q x puissance 4 plus bêta Q moins alpha Q x plus bêta Q. Voilà ce que c'est que cette somme. Ensuite, évidemment, c'est une histoire de combinaison linéaire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'écrire ça sous la forme d'un seul polynôme. Donc j'ai des x puissance 4, j'en ai lambda alpha p plus alpha q
x puissance 4. Ensuite, j'ai des x. J'en ai combien? J'en ai lambda facteur de bêta p moins alpha p, plus bêta q moins alpha q, facteur de x. Et puis j'ai ma constante, qui est bêta p, plus bêta q. Voilà ce que j'ai obtenu comme polynôme. Maintenant, il faut que je montre que ce polynôme est de cette forme-là, c'est-à-dire que c'est un ax puissance 4 plus b moins ax plus b. Donc ça, je vais noter ça a, et ça, je vais noter ça b. Et je vais calculer, ben ici, il faudrait que j'ai b moins a pour que ça marche. Pardon. b moins a, c'est donc bêta q, bêta, ici c'est un p, hein, c'est un p mal fait, donc j'ai bêta p plus bêta q, moins lambda alpha p, moins alpha q. D'ailleurs, ici, il me manque un lambda. Hein. Est-ce que ici, il était facteur de lambda, et là, je ne l'ai pas remis, donc ici, j'ai un lambda, donc ici, j'ai un lambda. Et j'ai donc, si je mets la partie avec lambda en facteur, bêta p moins alpha p, plus bêta q moins alpha q. Donc, finalement, j'ai trouvé un couple de réels tel que mon polynôme lambda p plus q, c'est ax puissance 4 plus b moins ax plus b. Il est donc bien de la forme pour être dans f. Donc lambda p plus q appartient à f. F est donc stable par combinaison linéaire. Donc avec ces 3 points, f est un sous-espace vectoriel de E. Et c'est ça qui était demandé. Voilà pour cette première méthode. La deuxième méthode, qui est en fait soit une méthode entière à proprement parler, soit d'une certaine façon la suite de cette méthode. Suite de la 1. Je vais écrire un polynôme de tous les polynômes en fait de f comme étant des combinaisons linéaires de quelque chose. Je me donne P appartenant à F. Alors, il existe un alpha et un bêta appartenant à R2, tel que P égale alpha x puissance 4. Alors, je vais rédiger autrement, comme ça m'évitera de faire une réciproque. Vous voyez, parfois, la différence entre deux rédactions est importante, parce que si j'écris ça comme ça, je vais trouver une caractérisation et ensuite il faudra que je montre que cette caractérisation est toujours vraie. Je vais plutôt raisonner par équivalence, ce qui me permettra d'avoir les deux en même temps, et parce qu'ici on peut le faire. Hein. Donc je prends P appartenant à E, et je vais dire que P appartient à F, si et seulement si il existe au moins un couple de réels alpha et bêta, tel que P égale alpha x puissance 4, plus bêta moins alpha x, plus bêta. Une nouvelle page, c'est-à-dire si et seulement si. Alors c'est un petit peu long parce que je dois réécrire mon il existe alpha et bêta appartenant à R carré, tel que P égale alpha x puissance 4 moins alpha x, plus bêta x, plus bêta, je détaille beaucoup. Il existe alpha et bêta appartenant à R carré, tel que P égale alpha facteur de x puissance 4 moins x, plus bêta facteur de x plus 1. C'est-à-dire, si et seulement si, P est combinaison linéaire de x puissance 4 moins x et de x plus 1. En d'autres termes, si et seulement si, P appartient à vect de x puissance 4 moins x et de x plus 1. Donc on a montré que f, c'est l'espace vectoriel engendré par x puissance 4 moins x et x plus 1. En particulier, on a le fait que c'est un sous-espace vectoriel.
Donc, là, ce que j'écris, c'est si on a utilisé directement cette méthode. Donc, f est un sous-espace vectoriel de E, engendré par ces deux polynômes, qui sont de degrés échelonnés. Hop. De plus, x puissance 4 moins x et x plus 1 est une famille génératrice de f composée de polynômes de degrés échelonnés. Elle est donc libre. Donc, x puissance 4 moins x et x plus 1 est une base de f. Et donc, la dimension de f est égale à 2. Et voilà pour cette première partie de l'exercice. Pas de difficulté majeure dès lors qu'on a bien compris comment étaient fabriqués finalement ces espaces vectoriels. Ensuite, deuxième question, un autre ensemble. C'est l'ensemble G, qui est l'ensemble des P appartenant à E, tel que P' de 1 est égal à 0. Ici, on peut essayer d'écrire directement G comme un vecte. Je vais faire, enfin on peut toujours, hein. Je vais faire exactement comme au-dessus, donc méthode 1. Pour ceux qui ont, comment dire, essayé de montrer avec cet ensemble des trois règles, de montrer que G était un sous-espace vectoriel de E. Donc G, trivialement ici, est inclus dans E. C'est noté ici. Il est composé d'éléments de E. Donc forcément, il est dans E. Ensuite, le polynôme nul vérifie. La dérivée du polynôme nul est égale au polynôme nul. Donc, quand je dérive ce polynôme nul et que je l'applique en 1, j'obtiens 0. Donc, le polynôme nul est dans G. Troisième point. Et là, ça fonctionne beaucoup plus simplement. Alors, ce qui est étrange dans ceux qui ont utilisé cette méthode, aussi bien pour le premier que pour le deuxième, c'est que pour le premier, vous essayez de trouver des trucs égaux à 0, et pour le deuxième, vous essayez d'écrire P avec des coefficients, et en fait, ça marche dans aucun des deux cas. Alors que là, on a ici une caractérisation par quelque chose de nul. Donc ça va très très bien se passer, quasiment sans calcul. Donc je me prends lambda 1 réel, P et Q, deux éléments de G, et je vais montrer que lambda P plus Q est dans G. Pour ce faire, il faut que je montre que lambda P plus Q évalué en 1 est égal à 0. Donc je vais calculer lambda P', alors lambda P plus Q, que je dérive et que j'évalue en 1. Ça, évidemment, c'est lambda P' de 1 plus Q' de 1, c'est-à-dire lambda multiplié par P' de 1 qui vaut 0, plus, alors ici on est sur des réels, plus 0, Q' de 1 égale 0, puisque P' de 1 égale 0, puisque P appartient à G, Q' de 1 égale 0, puisque Q appartient à G. Et donc, lambda P plus Q appartient à G. Nos trois points sont vérifiés. G est un SEV de E. Pas de difficulté. Là où on va avoir un petit peu plus, entre guillemets, de mal, c'est pour en trouver une base. Donc ensuite, deuxième méthode. Suite du 1. Exactement comme pour la première question, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt ça que j'attendais, dans la mesure où, de toute façon, on nous demande une base. Quand on ne nous demande pas de base,
ou de famille génératrice ou de dimension, on peut tout à fait faire cette méthode-là, ça pose aucun problème. Parfois, on est obligé effectivement de faire ça parce qu'on n'arrive pas à décomposer, ça peut arriver. Mais ici, ce n'était pas le cas. Donc, je me donne un polynôme P égale, là, évidemment, comme je vais devoir calculer P', il va falloir que je travaille sur les coefficients. Donc, j'écris directement les choses. Bx cube, cx carré, plus dx plus e, qui est un élément de E. P appartient à G, si et seulement si. P' de 1 est égal à 0. C'est-à-dire, si et seulement si, il faut que je calcule P'. Donc je vais avoir du 4a x au cube, mais qui va me faire 1, plus 3b multiplié par x au carré, plus 2c multiplié par x, plus d multiplié, plus d en fait, égale 0, si et seulement si. Donc je vais avoir 4a plus 3b plus 2c plus d égale 0, c'est-à-dire par exemple d égale moins 4a moins 3b moins 2c. C'est-à-dire, si et seulement si, mon polynôme P, en fait, c'est ax puissance 4, plus bx cube, plus cx carré, plus mon d, c'est moins 4a, moins 3b, moins 2c, x, plus e. C'est-à-dire que mon polynôme P, c'est a facteur de x puissance 4 moins 4x, plus b facteur de x cube moins 3x, plus c facteur de x carré moins 2x, plus e. Mon polynôme est de cette forme-là. C'est-à-dire que P appartient à l'espace vectoriel engendré par ces 1, 2, 3 et le E qui est tout seul en fait. Il est multiplié par le polynôme constant égal à 1, 4. Donc x puissance 4 moins 4x, x puissance cube moins 3x, x carré moins 2x et 1. Et donc, G, c'est l'espace vectoriel engendré par tout ce petit monde-là. Donc là, évidemment, il y avait un petit peu plus de calcul, mais sans que ce soit insurmontable du tout. Donc voilà ce qu'on arrive à obtenir. Donc en particulier, si on n'a pas fait la méthode au-dessus, donc G est un SEV de E. Ensuite, alors, pas besoin de ça. De plus, x puissance 4 moins 4x, x cube moins 3x, x carré moins 2x, 1, est une famille de polynômes de degré échelonné. Elle est donc libre. Donc c'est une base. Donc x puissance 4 moins 4x, x cube moins 3x, x carré moins 2x et 1 est une base de G. Et donc, dim de G est égal à 4. Voilà pour cette deuxième question. Troisième question, f inter G. F inter G est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E. Donc, f inter G est un SEV de E. Il n'y avait pas d'autre chose qui était attendu ici. Alors, on peut
montrer que f inter g est inclus dans E, que f inter g contient le vecteur nul, que f inter g est stable par combinaison linéaire, mais tout ça, ça revient à redémontrer le fait que l'intersection de deux SEV de E est un SEV de E. Donc si on voulait montrer qu'on a un SEV, ça suffit. On aura la même chose pour f plus g à la question d'après. Et donc il nous faut trouver un polynôme dans f inter g. Toujours pareil, hein. Je prends P qui est dans f inter g. Donc s'il est dans f inter g, soit P appartenant à E, P appartient à f inter g, si et seulement si, eh bien on a deux choses qui sont réunies. Il existe un couple alpha et bêta de réels, tel que le polynôme P, c'est alpha x puissance 4 plus bêta moins alpha x plus bêta, et P' de 1 égale 0. Alors, que vaut P' de 1? On a du 4 alpha x au cube, donc multiplié par 1 au cube, plus bêta moins alpha multiplié par 1, c'est-à-dire, ici j'ai 4 alpha moins alpha, donc 3 alpha, plus bêta, égale 0. C'est-à-dire, si et seulement si, il existe alpha et bêta appartenant à R carré, tel que mon polynôme c'est alpha x puissance 4 plus bêta moins alpha x plus bêta, et bêta égale moins 3 alpha. Et donc finalement, mon bêta dépend de alpha, ce qui va faire qu'il existe un alpha appartenant à R carré, tel que P égale alpha x puissance 4, plus moins 3 alpha, donc moins 4 alpha, moins 3 alpha, c'est-à-dire il existe alpha appartenant à R carré, tel que P égale alpha facteur de x puissance 4, moins 4x, moins 3, c'est-à-dire P appartient à vect de x puissance 4, moins 4x, moins 3, d'où f inter g égale vect de x puissance 4, moins 4x, moins 3. On n'a qu'un seul polynôme, donc on en a une base, et la dimension de f inter g est égale à 1. Et ça va nous aider, en fait, pour la question 5. Puisque, comme la dimension c'est 1, comme f inter g n'est pas réduit au vecteur nul, eh bien les espaces ne peuvent pas être supplémentaires. Question 4. Avec f plus g, f et g sont deux SEV de E. Donc, f plus g est un SEV de E. Il s'agit d'en trouver une base. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on peut utiliser la formule de Grassmann pour essayer d'avoir la dimension de f plus g, mais ce n'est pas très utile. Si on se rappelle d'une petite propriété qu'on n'a pas beaucoup utilisée, on va se simplifier énormément la vie. Alors, on peut démontrer, on peut trouver une base de f plus g, mais un petit rappel, f plus g, en fait, c'est l'espace vectoriel engendré par f union g. Et donc, f, on a dit que c'était l'espace vectoriel engendré par x puissance 4 moins x et x plus 1. G, c'est l'espace vectoriel engendré par un petit peu plus de monde. On a, où est-ce qu'il est? X puissance 4 moins 4x. X puissance 3 moins 3x. X puissance 2 moins 2x. Et 1. Et donc, F union G, c'est l'espace vectoriel. C'est pas l'espace vectoriel. Plutôt noter vect de F union G. Lui, c'est bien
un espace vectoriel engendré par tous ces vecteurs. Donc j'ai x puissance 4 moins x, j'ai x puissance 4 moins 4x, j'ai x cube moins 3x, j'ai x carré moins 2x, j'ai x plus 1 et j'ai 1. Ça me fait pas mal de vecteurs. Et donc si on compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecteurs. Or, la dimension de f plus g doit être inférieure ou égale à la dimension de E, et la dimension de E, c'est R4 crochet X, c'est 5. Ce qui veut dire que j'ai au moins un polynôme en trop dans cette famille-là. Or, la famille x puissance 4 moins 4x, x cube moins 3x, x carré moins 2x, x plus 1 et 1, elle est composée de polynômes de degré échelonné. Donc elle est libre. Et elle est de cardinal 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est une base de f inter g, puisque je ne peux pas faire plus grand. J'ai dit de f inter g, c'est de f plus g. Et donc si on regarde, si on conclut tout ça, donc f plus g, c'est vect de tout ce petit monde-là. x4 moins 4x, x cube moins 3x, x carré moins 2x, x plus 1 et 1. Mais en fait, c'est E. Donc n'importe quelle base de E convient, donc la base canonique par exemple convient. Dim de f plus g est égal à 5. Voilà pour cette question. Question 5. F et G sont-ils supplémentaires? F inter G n'est pas réduit au vecteur nul. Donc F et G ne sont pas supplémentaires dans E. Et voilà pour cette première partie. Partie 2, on va avoir des choses un petit peu similaires. Sauf que là, on est dans un sous-espace de l'ensemble des fonctions de R dans R, donc je n'ai plus forcément des polynômes, même si G est composé de fonctions polynomiales, mais ce n'est pas le cas de F. Montrer que f et g sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc ici, l'ensemble des fonctions de R dans R, c'est un espace de dimension infinie. Écrire comme un vect, c'est sans doute pas l'idée du siècle. Bon. Donc, bien sûr, f est inclus dans E, puisque f, c'est les fonctions de E qui vérifient f de 1 égale 0. Donc, trivialement, il est inclus dans E, il est défini comme ça. La fonction nulle, donc c'est la fonction qui, à x, associe 0, vérifie. Si je l'applique en 1, je trouve 0. Donc, elle vérifie la contrainte pour être dans f, donc elle est dans f. Ensuite, je prends lambda, un réel. Je prends f et g dans E. Et je vais m'intéresser à lambda f plus g en 1, c'est-à-dire lambda f de 1 plus g de 1, c'est-à-dire 0, exactement pour les mêmes raisons que ce qu'on a fait dans la partie 1 pour l'ensemble G. Donc f est bien un SEV de E. Et là, on refait un petit peu la même chose que dans la première partie. La deuxième partie,
de cette première question, c'est avec l'ensemble G. G, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent f de x égale ax. Donc pour G, G, il est défini pour le début exactement comme dans f, c'est l'ensemble des fonctions qui sont dans E, donc trivialement, G est inclus dans E. La fonction nulle vérifie. Eh bien, pour tout x appartenant à R, f de x égale 0 multiplié par x. Donc, cette fonction nulle, elle est dans G. Ensuite, je prends deux fonctions et un réel, soit lambda appartenant à R, f et g dans cet ensemble G. Attention, f et g vont s'écrire sous la forme f de x égale à x, mais pas forcément avec le même a. Il existe donc deux réels AB, tels que pour tout x appartenant à R, f de x égale ax et g de x égale bx. Donc, je vais m'intéresser à lambda f plus g, soit x appartenant à R, lambda f plus g de x, alors que l'on peut écrire directement lambda f de x plus g de x. C'est donc lambda ax plus bx, c'est-à-dire lambda a plus b multiplié par x, et ça c'est un réel. Donc on a bien trouvé un réel, tel que lambda f plus g de x égale ce réel multiplié par x. Donc lambda f plus g appartient à g. Donc g est un SEV de E. Voilà pour la première question. Deuxième question. Montrer que f et g sont supplémentaires dans E. Évidemment, pour ça, je ne vais pas utiliser d'argument de dimension, puisque, alors g, on peut montrer qu'il est de dimension 1, mais f, lui, f est de dimension infinie. Donc, tout argument de dimension ne fonctionnera pas. On va donc montrer que E est égal à f plus g, et que f inter g est réduit au vecteur nul. Je prends une certaine fonction f appartenant à f inter g. Alors, il existe un a appartenant à R tel que pour tout x, f de x égale à x. Or, donc ça c'est f est dans G, f est aussi dans f de 1 c'est a, doit être égal à 0, d'où a égale 0, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, f de x égale 0. Donc f, c'est la fonction nulle, ce qui veut dire que d'où f inter g est inclus dans l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul, mais comme f inter g est un SEV, cet ensemble est bien inclus dans f inter g, d'où f inter g est égal à l'ensemble, au singleton, qui ne contient que la fonction nulle. Première partie réglée. Deuxième partie de cette question, plus délicate, montrons que E est égal à f plus g. C'est-à-dire qu'à partir d'une fonction quelconque de E, eh bien on doit trouver une fonction petit f dans grand F, une fonction petit g dans grand G, telle que cette fonction est égale à f plus g. Donc je prends phi, une fonction de E. Montrons qu'il existe petit f dans grand F et petit g dans grand G, tel que phi égale f plus g. C'est ça la somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc là, il faut sans doute un petit peu d'intuition pour réussir à trouver une fonction f, une fonction g. On doit fabriquer une fonction f, une fonction g à partir de la fonction phi. Et là, en fait, on va faire de l'analyse synthèse. Si on n'a pas d'idée globale, le mieux, c'est de faire de l'analyse synthèse. Donc, supposons que de telles fonctions existent.
Ou alors on peut dire on cherche deux fonctions telles que, ça marche aussi comme rédaction. On a donc eh bien f de 1 qui est égal à 0 et il existe a appartenant à R tel que pour tout x appartenant à R, g de x égale ax. Bon. Et donc, pour que ça marche, phi de 1 doit être égal à A. Donc on a déjà trouvé le A. Alors, je vais détailler un peu plus. C'est donc f de 1 plus g de 1, c'est-à-dire f de 1 qui vaut 0 plus A fois 1, c'est-à-dire A. Et donc une fois que j'ai écrit ça, je vais considérer la fonction g qui à x associe phi de 1 multiplié par x. Et pour f qui est la fonction qui à x associe phi de x moins g de x. Et ce que je dois démontrer, donc forcément celle-là, elle appartient à g, je vais calculer f de 1. f de 1, c'est phi de 1 moins g de 1, c'est-à-dire phi de 1 moins phi de 1 multiplié par 1 vaut bien 0. Donc, f appartient à f. Et évidemment, si je fais la somme des deux, pour tout x appartenant à R, f de x plus g de x, c'est phi de x moins g de x plus g de x, c'est bien égal à phi de x. Donc j'ai bien fabriqué deux fonctions qui fonctionnent. Donc, pour tout phi appartenant à E, il existe une fonction petit f dans grand F que j'ai fabriquée ici. Il existe g appartenant à g tel que phi égale f plus g. Donc, E, c'est f plus g. Et donc, conclusion générale, E, c'est f et g. Et ils sont supplémentaires. Et voilà pour ce premier exercice. La dernière partie, il faut sans doute un peu d'intuition, bricoler un petit peu des choses, et comme on l'a fait en cours, donc là ça fonctionne directement, mais parfois on a une idée, on essaye un truc et on voit qu'à une certaine constante, ça pourrait marcher, donc on remodifie et de proche en proche on y arrive assez facilement. Parfois, on a aussi fait des exercices comme ça, on arrive à écrire un système d'équations qui nous permet d'écrire les choses comme on veut. Ça c'est plus avec des vecteurs entre guillemets classiques, c'est-à-dire quand on est dans R2, R3, avec les fonctions, c'est un petit peu plus difficile souvent à maîtriser ce genre de méthode. En tout cas, voilà pour le premier exercice.